Bien, alors, donc la dernière fois, j'avais commenté la partie sur les mathématiques, là, la partie 3.2.1, dans cette partie qui est consacrée à la vérité dans les sciences. Donc aujourd'hui, on va examiner cette partie-là, la partie où il est question de voir comment se construit la vérité, enfin comment les savoirs se construisent dans les sciences de la nature. Les sciences de la nature, hein, je rappelle, ou les sciences empiriques, d'après ce qu'on avait vu avec Carl Bell, sont les sciences qui s'opposent aux sciences formelles et qui ont un objet dans la nature, comme la physique ou la biologie. Voilà. Alors, ces sciences de la nature, d'abord, donc, pour, euh, pour partir sur les généralités, évidemment, donc, elles établissent des vérités, elles établissent des connaissances euh, en procédant à des expériences et en ayant recours à l'expérience. Alors, à l'expérience au double sens philosophique et scientifique, on va dire. Enfin, philosophique, c'est-à-dire l'idée que euh, l'esprit humain a besoin du sensible, des sens. Il a besoin de percevoir pour connaître. Hein. Donc, c'est l'expérience sensible. Mais c'est aussi l'expérience au sens de l'expérience scientifique, ou pour le dire autrement, de l'expérimentation. Alors, c'est ce qu'on voit sur cette fiche que j'avais déjà montré un petit peu avant dans ce cours. Voilà, il y a différents sens de la notion d'expérience. Alors, des sens plus ou moins pertinents. Là, le premier, il n'est pas pertinent pour cette partie-là du cours. On ne parle pas de l'expérience au sens du vécu, mais on parle bien de l'expérience au sens scientifique. Euh, Donc, une expérience scientifique, c'est un dispositif, j'ai noté ici, hein, matériel, un dispositif physique qui vise à tester une hypothèse, à la mettre à l'épreuve et qui, pour tout ça, pour essayer d'en déterminer la validité, la valeur, le degré de conformité avec la réalité, on va dire. C'est-à-dire que clairement, quand faire une expérience, c'est toujours essayer de tester une hypothèse. Et une hypothèse, qu'est-ce que c'est? C'est une alors, je vais citer un auteur dont il est question un petit peu après, mais qui s'appelle Pierre Duhem, un physicien et philosophe des sciences, qui dit une hypothèse, c'est une observation anticipée des phénomènes. Voilà. C'est une explication, pardon, anticipée des phénomènes. Donc là, euh, voilà le sens très général de la notion d'expérience. Alors, une expérience scientifique aussi, c'est une expérience dans laquelle on s'engage, comme j'avais noté ici, volontairement, d'accord. C'est pas quelque chose qu'on subit, mais c'est quelque chose qu'on décide de mener, hein, qu'on déclenche. Donc l'esprit humain, il est actif vis-à-vis du monde et vis-à-vis de la nature dans une expérience scientifique. Il cherche à établir au final un résultat qui soit communicable, c'est-à-dire qu'on puisse partager avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que le résultat de l'expérience n'ait de valeur que pour celui qui a fait l'expérience, hein, comme ça pourrait être le cas pour l'expérience vécue. Hein. Et donc, le résultat de l'expérience et l'expérience elle-même a une valeur objective et universelle. Voilà. Une expérience qui a démontré quelque chose dans le domaine des sciences, elle est valable pas seulement pour évidemment celui ou l'équipe qui l'a faite, mais pour tous les scientifiques qui pourront se référer au protocole qui aura été suivi pour atteindre le résultat, à ce résultat, comme à quelque chose qui est commun, qui est un acquis pour toute la communauté scientifique. Voilà. Alors, je reviens au premier document. Donc là, il faut avoir en tête, quand on parle de la notion d'expérience, ces différents sens et bien distinguer le sens strictement scientifique des autres sens possibles. Alors, je referme la partie sur les mathématiques, on n'y est pas. Euh, voilà, alors après, je vous ai mis ici un lien vers un texte classique de Claude Bernard, hein, qui expose la méthode expérimentale, la démarche expérimentale. Claude Bernard, c'est un médecin, je vous ai mis là, biologiste, physiologiste français du 19e siècle. Il est considéré un peu comme le père de la médecine scientifique moderne.
parce que, par les expériences qu'il a menées, par certaines découvertes qu'il a pu faire, mais aussi et surtout parce que, justement, dans un livre qui s'intitule Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, il a posé les bases, les fondements de la médecine scientifique, on va dire. Et justement, dans ce texte, alors qui est un petit peu long, je ne vais pas le lire là maintenant, mais vous pourrez le lire, je vais simplement vous dire ce qu'il faut en retenir globalement. Ce serait bien par contre que vous le lisiez quand même au moins une fois en entier. Il n'est pas très compliqué. Hein. Ce qu'il dit dans ce texte, c'est que le scientifique face au phénomène, il est toujours, il oscille toujours entre deux positions. Il est, selon les moments, observateur et expérimentateur, comme c'est écrit ici dans le titre. Alors, il est observateur au sens où il faut bien qu'il reçoive de la nature des données, des informations. Son esprit doit être réceptif, doit être ouvert à ce que la nature produit, aux phénomènes qui se produisent sous ses yeux. Donc dans ce sens-là, hein, c'est ce qu'il dit ici dans ce paragraphe, le scientifique constate purement et simplement le phénomène qu'il a sous les yeux. Bon, c'est le purement, simplement surtout est un petit peu exagéré, c'est pas si simple, évidemment pas si simple que ça. Donc il y a une dimension de passivité, une dimension de réception dans l'attitude scientifique face à la nature et dans l'attitude de celui qui va expérimenter un phénomène, monter une expérience pour comprendre un phénomène. Mais il y a aussi une dimension active, et c'est ça qu'il désigne par le terme ici expérimentateur. C'est-à-dire que, bien sûr, on doit recevoir des informations du monde extérieur, on doit observer les phénomènes tels qu'ils sont et la réalité telle qu'elle est, mais on va aussi l'interroger. C'est-à-dire que monter une expérience, c'est pas seulement ouvrir grand les yeux, c'est justement pas seulement observer. Entre la simple observation et l'expérimentation, il y a quand même de grosses différences. C'est-à-dire que quand on expérimente, on a, je disais tout à l'heure, une hypothèse en tête qu'on peut considérer comme une espèce de réponse anticipée à la question qu'on se pose, à la question de savoir comment fonctionne le phénomène qu'on veut étudier, quelles sont les causes qu'il produisent. Et donc, on va poser cette question et d'autres questions à la nature. C'est-à-dire qu'on peut considérer le dispositif expérimental, on peut considérer le protocole expérimental comme une mise en scène d'une question que l'expérimentateur, que le scientifique pose à la nature. Voilà. C'est Kant qui disait qu'une expérience scientifique, qu'un scientifique face à la nature, il est d'une certaine manière comme un juge qui convoque la nature devant lui et devant le tribunal de la raison et qui lui demande lui intime l'ordre presque, on pourrait dire, de répondre à ces questions. Voilà, il y a une dimension vraiment volontariste et très active là-dedans. Donc vous regarderez, vous lirez ce texte et vous verrez que il y a différentes étapes dans la démarche scientifique et dans une expérience. Et à chacune de ces étapes, il y a une espèce de va-et-vient entre observation, expérimentation. À certains moments, l'esprit est actif, à d'autres moments, il regarde ce qui se passe. Et il y a une alternance comme ça, perpétuelle, au sein de toutes les étapes qui vont constituer la démarche expérimentale. Vous pourrez regarder, je résume les différentes étapes qui sont décrites ici par Claude Bernard, par un acronyme. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on parle de la méthode OERIC, O-E-R-I-C, pour dire que les étapes principales, c'est l'observation, O, l'expérimentation, E, on monte l'expérience, R, c'est le résultat, on observe le résultat, I, c'est l'interprétation du résultat, et C, c'est la conclusion. On en tire une conclusion. Et vous voyez que dans ces étapes, on voit bien l'alternance entre passivité et activité. Quand on observe, on est plutôt passif. Quand on mène l'expérience, on est plutôt actif. On conçoit et on réalise un protocole expérimental. Quand on constate, on doit à un moment donné constater le résultat, c'est le R de OERIC. Le I, c'est l'interprétation. De nouveau, l'esprit doit se faire actif et tenter, lancer une hypothèse, lancer un schéma pour rendre intelligible le résultat, pour dire
comment il faut le comprendre, ce qui nous révèle sur la nature du phénomène qu'on étudie. Et enfin, c'est la conclusion, c'est de nouveau l'esprit qui l'attire, cette conclusion. Elle peut être différente d'ailleurs selon les scientifiques, hein. Et dans l'histoire des sciences, il y a eu des controverses célèbres où sur la base des mêmes expériences, deux scientifiques s'opposaient et tiraient pas forcément n'avaient pas la même interprétation et tiraient pas les mêmes conclusions des mêmes expériences, des mêmes résultats, pour le dire autrement. Voilà. Bon, donc vous regarderez pour le détail ce texte. Voilà. Alors je reviens au cours. Alors après, on n'a pas le temps d'aller bien plus dans le détail, hein. Ça serait intéressant, mais on ne peut pas. Je vous ai mis simplement en lien, alors je vais cliquer juste pour que vous voyez, mais on ne va pas lancer ça, on ne va pas regarder ça ensemble. Mais je vous ai mis en lien deux vidéos qui relatent deux expériences célèbres de l'histoire des sciences, une du XVIIIe siècle, l'autre du XIXe, qui montrent comment la méthode expérimentale justement a été, comment dire, a été mise en œuvre avec succès de manière vraiment paradigmatique, c'est-à-dire à titre de modèle, par Lavoisier et par Semmelweis pour faire des découvertes qui sont restées